là avec nous dans ce beau lieu qui nous plaît bien. Moi, je n'ai pas conçu cette exposition, hein. Je suis là parce que j'ai participé donc aux actes, aux journées d'études qui se sont déroulées dans le cadre de votre programme, donc, et Anne Perrin-Kélissa et Émilie Roufidal m'ont invité à dialoguer avec elle à propos de cette exposition. Donc c'est en tant qu'usager que je vais vous transmettre aujourd'hui mes impressions et que je vais poser donc au commissaire de l'exposition un certain nombre de questions, mais vous en aurez certainement d'autres. Alors, elles ont conçu donc toutes les deux une exposition comme le moyen d'attirer l'attention sur un patrimoine très particulier auquel je n'avais jamais pensé, je dois le dire. C'est, si ce n'est pour l'École des Beaux-Arts de Paris, c'est le matériel artistique pédagogique issu des établissements d'enseignement du dessin au XVIIIe siècle, d'une part, et d'autre part, les collections propres aux académies de province. Donc, un patrimoine souvent inaccessible, enfin, pour une part inaccessible, et pour une autre conservé dans des musées où ils sont sortis des écoles de dessin, ils sont sortis des académies, et ces objets sont entrés pour certains dans des musées. Alors, elles ont eu l'occasion de découvrir, d'inventorier, d'étudier ce patrimoine dans le cadre d'un programme de recherche pluriannuel qu'elles ont donc initié en 2016 au sein d'un laboratoire bien connu de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, le laboratoire Framespa, avec le soutien bien sûr de la Maison des sciences humaines de Toulouse. Et ce programme donc s'intitulait ACARES, les académies d'art et leur réseau dans la France pré-industrielle. Alors, ce programme a donné lieu à plusieurs conférences, à plusieurs journées d'études, 3 exactement, la dernière virtuelle malheureusement. Surtout, elles ont créé donc une base archive des académies, une bibliographie avec des ressources en ligne extrêmement utiles, et près d'une 50aine d'articles issus des 3 colloques qu'elles ont organisés donc, sont désormais à la disposition des historiens de l'art. Donc c'est un matériel très précieux, donc personnellement je me sers relativement souvent. Pour offrir donc à un public plus large cette fois-ci, c'est-à-dire aller au-delà des historiens de l'art et toucher un public, on va dire, d'amateurs, elles ont conçu donc dans un cadre bien précis, et ça je pense que c'est une chose qui doit se développer, c'est-à-dire dans le cadre de la formation universitaire, avec des masterants et des doctorants. Elles ont conçu donc une exposition virtuelle pour faire connaître les écoles de dessin, les académies provinciales et ces œuvres donc, qui forment leur patrimoine. Donc elles m'ont invitée à la découvrir, ce que j'ai fait, à dialoguer avec elles et avec vous autour de cette nouvelle forme de vulgarisation et de médiation, qui est une forme de médiation qui est à la fois une médiation de la recherche, puisque c'est une exposition issue d'un travail universitaire de plusieurs années, mais aussi une médiation du patrimoine, évidemment, avec cette exposition numérique. Ces expositions numériques, je le crois, sont amenées à se développer pour diverses raisons. Alors, une raison qui est apparue soudainement, la pandémie, bien sûr. La fermeture des musées a accéléré un certain nombre de créations, a initié la création d'un certain... Ah, merci. Encore un tout petit peu, parce qu'on est sous les feux de la rampe, là, on ne vous voit pas du tout. C'est un peu terrible. Parfait. Donc, ces expositions, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, la pandémie qui a entraîné la fermeture des musées. Il y a aussi l'éloignement du public avec les objets, les lieux de conservation de ces objets, de ce patrimoine. Il y a évidemment l'existence des publics empêchés qui justifie également ces expositions virtuelles.
Et puis, autre chose qui m'a frappée, c'est la dispersion des collections et des objets, puisque lorsqu'on fabrique une grande exposition, qu'on fait venir des objets d'endroits différents, vous savez que ça a un coût considérable, et que l'exposition virtuelle permet de faire l'économie de ces déplacements, ce qui est aussi bien pour la conservation des œuvres qui sont également fragiles ou en mauvais état. Voilà, donc il y a plein de raisons. C'est pourquoi aujourd'hui cette question des expositions virtuelles est une vraie question d'actualité. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous donner simplement mes impressions de visite, puisque je n'ai pas conçu, je suis public. En guise d'introduction, et puis j'espère que donc on va pouvoir dialoguer avec les deux commissaires. Alors, une première remarque sur les expositions virtuelles, c'est qu'elles ne ferment jamais. C'est bien. C'est-à-dire qu'on peut s'y promener à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On peut y entrer quand on le souhaite. Autre chose de plus surprenant, à mon avis, c'est qu'on peut en sortir. Quand vous êtes dans une exposition, a priori, vous n'en sortez pas, à moins que ça ne vous plaise pas du tout, mais vous allez jusqu'au bout du parcours. Et là, je pense que c'est une approche assez différente, parce que si vous êtes interrompu, par exemple, finalement, vous avez une perception du contenu qui est fractionné à travers le temps. Voilà. Alors, je dirais que dans un sens, c'est une sorte de supplément de plaisir, c'est-à-dire on peut y revenir. J'y suis revenue plusieurs fois, d'ailleurs. Au début, je n'avais pas envie de comprendre comment c'était fait. J'ai picoré, vous savez, comme les oiseaux. Puis après, je me suis dit, je vais quand même essayer d'approfondir un peu la chose. Donc, je suis allée plus loin. J'ai approfondi un point en particulier, puis je suis ressortie, puis je suis retournée dans cette exposition. Ça pose évidemment un problème, c'est qu'on peut être distrait. On est captif dans une exposition physique, on est à l'intérieur du lieu. Là, finalement, si on n'a pas l'envie de poursuivre sa visite, mais on peut aller faire autre chose. Voilà, alors c'est une chose à laquelle je pense qu'il faut réfléchir. Et puis, c'est très très loin d'une autre forme d'exposition qui tend à se développer aujourd'hui aussi, qui a aussi un versant numérique. C'est ce qu'on appelle les expositions immersives, là, vous savez, aujourd'hui. On ne va plus voir les œuvres, mais on va voir les œuvres projetées sur des grands murs, dans des lieux un peu spectaculaires, voilà. Bon, alors, donc je me dis, c'est paradoxal, parce que finalement, les deux usages du numérique qui se trouvent à une extrémité et à l'autre, c'est ça, c'est l'expo immersive, et puis, d'un autre côté, l'expo virtuelle. Ça m'a fait penser à la télévision et au cinéma. J'avais l'impression de regarder ma télévision en regardant cette exposition virtuelle, alors que quand on est au cinéma, au contraire, il y a ce côté immersif, voilà. Donc, je pense qu'il faut s'interroger sur les publics, en fait, de ces expositions. Ils ne sont pas nécessairement les mêmes. Peuvent-ils être les mêmes ? Je ne sais pas. Voilà, deuxième remarque. Je crois que ça, c'est comment dire, la question la plus importante et qui fait la qualité d'une exposition virtuelle, c'est la question du parcours. On est habitué, quand on va voir des expositions physiques, à être guidé avec un cheminement didactique, c'est-à-dire qu'on peut tenir un discours, conduire le public d'une étape à une autre. Quand vous allez voir une exposition d'un grand peintre, par exemple, il y a des étapes, la formation, le séjour à Rome, le voyage à tel endroit, la rencontre avec tel grand peintre ou tel grand commanditaire, etc. Là, je dirais que tout ce contenu, en fait, existe à l'intérieur d'une exposition virtuelle, mais les portes ne sont pas fermées, en fait, et il y a cette absence de spatialité de l'exposition virtuelle fait que ça crée une difficulté pour ceux qui la conçoivent, c'est d'arriver à concevoir, enfin, à déterminer en partie
des parcours à l'intérieur de l'exposition, sans non plus totalement contraindre. Contraindre, c'est autre chose. C'est le film, par exemple. Le film ou les diapositives d'un diaporama, par exemple, il y a cette contrainte qui est celle de l'exposition physique aussi. Mais là, il n'y a pas de contrainte. On ne peut pas vous enfermer dans un parcours. Sinon, c'est un autre objet. Voilà. Et ça, c'est, à mon sens, la chose la plus complexe. Créer une architecture avec des parcours différenciés, enfin des cheminements, pardon, pas des parcours, des cheminements différenciés, des cheminements multiples, avec, comme vous le savez, des problèmes qui sont très complexes à résoudre. C'est les retours et les allers-retours. Les retours sont rarement satisfaisants. On a toujours envie d'avancer. On se dit, il faut que je revienne là pour repartir ici. Enfin, voilà. Alors, on va vous montrer quand même quelques objets. Oui, voilà. J'en arrive donc à la porte d'entrée. Alors, j'ai regardé un petit peu comment c'était évidemment organisé là-dedans. Donc, on entre. Il y a une porte, toujours, bien sûr. Est-ce qu'on en est à la bonne? Oui, c'est ça. Alors, il y a une affiche, c'est le début, avec un petit clic, vous savez, comme les films sur YouTube, là. Et puis ensuite, on entre, donc ça, c'est le vestibule. Non, reviens une fois en arrière si tu allais trop vite. Voilà, nous sommes là dans le vestibule. Donc, un vestibule dans lequel on vous propose 3 parcours, en quelque sorte. Un parcours qui vous permet de vous mettre dans la peau d'un professeur d'une école de dessin, un parcours qui vous incite à vous inscrire à l'école de dessin pour suivre la formation, le parcours élève, et puis la visite des collections, puisque effectivement il s'agit bien d'une exposition, donc il y a des œuvres, et ces œuvres sont dans ce parcours. Alors, vous choisissez l'un de ces 3 parcours et à l'intérieur, donc, alors, je suis partie sur les profs, c'est plutôt l'autre. Ça, c'est le parcours, donc, collection. Non, c'est ça, pardon. Alors, dans le parcours collection, visite de l'exposition donc, et explication, donc 12 œuvres ont été sélectionnées. Ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est la variété de ces œuvres. On a beaucoup l'habitude d'avoir des expositions homogènes, les expositions monographiques ou thématiques sont très homogènes. Ici, le sujet se prête au contraire à montrer la variété des œuvres. Évidemment, là, l'exposition virtuelle se justifie immédiatement, dès l'entrée, puisque ces œuvres sont dispersées dans des musées un peu partout dans le monde, je dirais même, en tout cas en France, quelques-uns à l'étranger, en Europe, voilà, quelques œuvres importantes. Ensuite, vous avez une entrée donc côté professeurs et élèves. Voilà, alors les professeurs sont présentés donc par leur portrait, avec des courtes notices biographiques. Voilà. Il n'y a pas de femmes. Il y avait des femmes dans les écoles, il y avait des femmes dans les académies, mais il n'y a pas de portrait. Alors, vous avez vu, elles nous ont fait une diapo où sont les femmes? Pardon, je ne sais pas chanter, mais ça m'a beaucoup fait rire, donc je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer cette diapositive. Elles sont là, rassurez-vous, elles sont pas, on ne les voit pas, mais elles sont là partout. Voilà. Et puis, chacun des 2 parcours, qui sont des parcours miroirs, professeur et élève, donc, propose des entrées thématiques. Voilà. Les élèves, le parcours pédagogique, les sources d'inspiration, le voyage, bien sûr, pour parfaire sa formation. Du côté des professeurs, on trouve des questions sur l'administration de l'école, la carrière aussi de chacun d'eux. Voilà. Alors, à l'intérieur de chaque notice, vous avez, j'ai oublié de vous dire ça, il y a le symbole menu que vous connaissez tous en haut à gauche, là, qui apparaissait juste avant, et qui nous permet donc d'avoir une vision
de la conception générale de l'exposition. Vous voyez, avec ces 2 entrées miroirs professeur-élève de chaque côté, les collections en partie basse, et puis tout un tas d'informations supplémentaires ici, puisque vous avez l'intention de l'exposition, bien sûr la présentation de sa conception, et puis les coulisses, tous ceux qui ont participé, commissariat, élèves, voilà. Alors, à l'intérieur de chaque notice, et c'est là où cette exposition prend une dimension un peu particulière, il y a un matériel scientifique choisi qui est également accessible pour approfondir les sujets. Les icônes dossiers donc renvoient des publications, publications qui sont celles des actes donc des colloques du programme scientifique. Des articles donc issus des travaux conduits par les différents chercheurs. Et puis vous avez l'icône appareil photo qui renvoie cette fois-ci à la source de l'image numérisée. Depuis des bases diverses, puisqu'il y a des bases patrimoniales, la base POP que vous connaissez, qui est la base qui fédère les bases du ministère de la Culture. Et puis également Wikipédia, sur lequel on trouve évidemment un certain nombre d'images accessibles. Voilà. Alors, je voudrais maintenant ouvrir, je dirais, trois pistes de réflexion pour terminer, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Ma première question, c'est, je m'interroge sur le rapport au texte, mais c'est la même chose que dans une exposition physique. Dans une exposition physique, il y a des œuvres, des cartels, relativement courts d'ailleurs dans certaines expositions, beaucoup trop longs dans d'autres. Enfin, voilà. Donc, quel rapport est-ce qu'on a à ce texte? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le format texte-exposition virtuelle? Est-ce qu'il doit être long? Quel degré de vulgarisation est-ce que dans quel degré de vulgarisation on doit entrer. Voilà. Est-ce que c'est une publication numérique, cette exposition, ou est-ce que ça demeure une exposition? Il y a des œuvres, donc a priori, ça demeure une exposition, puisqu'on est parti des œuvres pour la concevoir. Mais il y a du texte. Le texte attire plutôt vers l'ouvrage. Voilà. Donc, c'est ma première question. Comment gérer ce texte dans l'exposition virtuelle? Merci Dominique pour cette introduction, cette présentation et ces impressions de visite et puis toutes les réflexions que tu amènes. Donc simplement aussi peut-être rappeler que cette exposition virtuelle, c'est un des résultats du programme de recherche, c'est ce que tu as souligné. Un programme de recherche qui est assez ambitieux puisqu'on travaille sur une quarantaine d'institutions qui sont réparties en France. Donc là, vous allez voir défiler avec cette carte chronologique, dynamique, les fondations de ces institutions. Donc pour nous, le rapport au texte, il est d'abord en rapport aux documents d'archives, puisque au départ de ce programme, il y a cette nécessité et cette rigueur aussi de revenir vraiment aux sources, de s'y intéresser de très près. Et donc nous avons effectué une collecte documentaire quasi systématique dans tous les centres d'archives qui possédaient des documents, donc les archives nationales, mais aussi les archives municipales, départementales, les fonds anciens des bibliothèques municipales de toutes ces villes. Donc voilà, donc il y a eu ce rapport au texte est d'abord un texte manuscrit, parfois difficile d'accès, difficile à lire, pour vraiment revenir à la source et à la fondation de ces institutions. Et ça nous a permis de collecter un matériel documentaire très divers, à la fois sur des questions tout à fait pragmatiques qui se posent au moment de la fondation de ces écoles, par exemple les achats de matériel, comment éclairer les salles, comment les chauffer, le choix aussi du modèle, du modèle qui va tenir la pose, avec parfois d'ailleurs des remarques très concrètes sur la chair qu'on trouve un petit peu afflanquie, les muscles qui sont plus tout à fait saillants et donc il faut penser à changer de modèle. Donc vous voyez, des informations très concrètes.
des informations aussi qui portent sur la façon d'organiser les cours, les concours, les correspondances aussi. Et ça, pour nous, c'était important parce que ça permettait de vraiment nourrir un de nos questionnements principaux qui était celui des réseaux, la question de l'inscription de ces académies dans des réseaux plus larges et plus nourris. Voilà, donc un matériel très hétéroclite, mais justement très riche, et avec qui a permis un grand nombre de surprises. Voilà, donc notre rapport au texte a d'abord été celui-là, et ça nécessitait un traitement tout à fait particulier qui a été réinjecté dans l'exposition virtuelle. Et donc, une fois que ce matériel a été collecté, l'idée, je veux bien que tu a été également de le mettre à disposition de tous les chercheurs, c'est-à-dire que nous l'avons utilisé dans notre programme de recherche, comme le dit Émilie, essentiellement pour poser cette problématique des réseaux, et puis également pour pouvoir organiser ces journées d'études, ce colloque, et nous avons souhaité le mettre à disposition des chercheurs, notamment sur leur version numérisée. Donc en fait, la numérisation, c'est-à-dire une collecte d'images, il a fallu ensuite l'indexer. Donc tout ceci a été versé sur une plateforme qui s'appelle Nakalona, en fait, qui est vraiment qui permet d'héberger des clichés très très lourds. Et donc nous nous sommes attelés à réaliser des notices descriptives pour tous les documents collectés. Donc, on peut voir, par exemple, ce type de notice, vous le voyez ici, avec les titres et des informations sommaires, la date, les principaux personnages, les principales personnes qui sont mentionnées dans les documents, et bien évidemment, toutes les informations véritablement techniques que vous pouvez utiliser, notamment pour les citations. Donc, toutes les codes sont bien évidemment précisées, avec par la suite un accès direct aux documents. Donc, quand vous cliquez sur le document, vous accédez directement au document. Et ça, donc, c'est une collecte, une numérisation, une indexation que nous avons conduit aussi avec l'aide de plusieurs doctorants ou jeunes docteurs de l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Donc, cette matière documentaire, si vous voulez, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le fondement documentaire de notre programme. Puis, c'est aussi le support de notre réflexion, principalement sur les réseaux et progressivement au fil des années. Et là, on insiste sur la nécessité aussi d'inscrire des programmes dans un temps plus long, généralement, que les 3 ans qui nous sont donnés par les ANR, où là, le LabEx nous a donné une souplesse, en fait, pour pouvoir prolonger ce temps de réflexion à partir du matériel documentaire. Et on en est venu progressivement à se dire que parmi ces documents, il y avait aussi des inventaires, des listes d'objets qu'il était important de restituer dans leur matérialité de façon artistique à travers donc une présentation d'exposition virtuelle. Donc en fait, ce rapport au texte, c'est aussi une façon pour nous, historiens de l'art, de revenir à l'image, de revenir aux œuvres sur le travail, sur les documents d'archives. Puis je crois que tu avais une deuxième question, Dominique. Voilà. Une autre question importante, c'est le rapport à l'œuvre numérisée et pas le rapport à l'œuvre physique de l'exposition matérielle, en fait. Oui. Donc ça c'est vrai que pour nous, c'est un peu paradoxal quand on est historien de l'art, enfin peut-être en être vous, on a plaisir à découvrir véritablement les œuvres, à en faire une expérience physique, sensible, enfin ça fait vraiment partie du travail. Et donc ça, dans le cadre d'une exposition virtuelle, on ne l'a pas tout à fait, mais là, dans le cadre de ces collections-là, c'est aussi intéressant parce que, comme l'a souligné Dominique, ce sont des œuvres qui sont largement dispersées dans différentes collections, parfois des écoles des beaux-arts qui ont dans leur réserve justement ce type d'œuvres, ou des bibliothèques municipales qui, dans leurs fonds patrimoniaux, ont ce type d'œuvres. Donc ce ne sont pas non plus des œuvres, alors dans les musées des beaux-arts aussi, mais ce ne sont pas pour l'essentiel des œuvres que nous présentons, des œuvres qui sont finalement facilement accessibles
accessibles. Donc l'exposition virtuelle offre cette possibilité quand même d'avoir accès à cette information. Et puis l'autre réalité également, c'est que vu qu'il s'agit de collections d'écoles et d'académies, eh bien ce sont des œuvres qui ne sont pas toujours dans un très bon état de conservation, ou ce sont des œuvres qui parfois ne sont pas toujours très bien réalisées si c'était de mauvais élèves. Donc finalement, c'est aussi avoir accès, donner la possibilité d'un accès à des œuvres qui eh bien, sont soit fragiles, soit méconnues tout simplement. Donc là, pour vous donner un petit aperçu des différents types d'œuvres, là, comme vous le voyez, il y a des modèles en fait qui étaient proposés à la copie aux élèves, et notamment pour l'enseignement de l'anatomie. Mais donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, vous voyez, c'est un rond de bosse qui a également été destiné à la copie par les élèves. Donc, on a différents supports. Hein. Ce sont des dessins, ce sont des estampes, c'est également des sculptures. Et puis, vous voyez aussi que dans les différents axes d'enseignement, on avait un enseignement de la fleur dans les écoles de dessin. Et là, c'était principalement pour les jeunes élèves qui se destinaient aux manufactures d'art décoratif, c'est-à-dire essayer de copier des modèles qui ensuite peuvent être reproduits sur les décors de céramique, par exemple. Donc ça, c'est voilà, pour vous donner un petit panel. Ce qu'on a observé aussi à la lecture des inventaires, c'est que finalement, les sources d'inspiration sont multiples en termes d'objets, si vous voulez, en termes de typologie. Elles sont aussi multiples pour ce qui est des grandes références. Alors, on trouve, par exemple, des modèles d'après Raphaël ou d'après Rubens, d'après de grands maîtres, mais on trouve aussi des modèles d'après ce que l'on appelait au XVIIIe siècle les modernes, qui sont simplement les contemporains. Et notamment, on a beaucoup de recueils de gravures d'après Boucher. Donc vraiment, Boucher s'installe, si vous voulez, dès le XVIIIe siècle, véritablement comme une référence, en particulier pour le traitement de l'anatomie. Et puis aussi, on a comme autre type de sources d'inspiration des sources d'inspiration plus spécifiques en fonction des situations locales, et notamment un cas pour Marseille que Émilie traite de façon plus approfondie. Il y a la référence à Pierre Puget qui est très très présente. Donc on voit comme ça un goût dans certains cas en fonction de certaines institutions qui sont plus spécifiques. Autre type d'œuvres qui étaient dans ces collections académiques, eh bien, ce sont les œuvres qui sont présentées au moment des réceptions dans les académies, c'est-à-dire on propose, si vous voulez, une œuvre qui ensuite sert justement à être agréée, à être reçue. Hein. Eh bien là, vous en avez un exemple avec ce cas de Dumont. Je vais passer parce que sinon... Non. Donc ça, c'est un exemple. Des œuvres aussi qui étaient présentées dans le cadre d'expositions, des expositions qui pouvaient se tenir pour montrer la production des élèves, éventuellement pour célébrer les prix qui avaient été donnés à certains élèves, et puis aussi, là encore, dans certaines villes, des expositions qui pouvaient montrer les collections des amateurs de la ville. Donc, si vous voulez, c'était des expositions qui montraient à la fois les productions des jeunes élèves, mais aussi des productions d'œuvres qui étaient collectionnées par des amateurs de la ville. Et là, c'est un exemple en fait d'une œuvre qui a été réalisée par un amateur lui-même, puisque au sein de ces institutions, il y avait aussi des associés libres qui étaient des amateurs et qui n'apprenaient pas spécifiquement pour acquérir un métier. Oui, peut-être simplement en complément de ce que vient de dire Anne, vous avez vu donc des œuvres très diverses. Nous sommes passés rapidement, mais les œuvres sont vraiment de type très très divers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cela constituait certainement pour les contemporains et surtout pour les élèves une sorte de bibliothèque visuelle dont ils pouvaient se nourrir pour ensuite travailler et trouver des contrats par la suite. Donc une bibliothèque visuelle qui finalement est assez large et qui était possible par ce système de mutualisation finalement des moyens, puisque les professeurs ou les amateurs avaient vocation à venir enrichir ces collections. Et donc, les élèves avaient à leur disposition des modèles qu'ils n'auraient jamais eus à leur disposition dans l'atelier d'un maître unique. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et donc, notre objectif, c'était vraiment d'essayer, à travers cette exposition virtuelle, donc ça, c'est le lien entre le texte et l'image, c'est de restituer justement la culture visuelle d'une époque.
Et je crois qu'il faut qu'on passe vraiment à la question 3, si on veut avoir le temps de... Alors, ma dernière question, avant que vous ne participiez, j'espère, c'est la question du public, en fait. Enfin, elle tourne autour de la question du public, c'est-à-dire que, comment dire... est-ce que, par le fait qu'une exposition virtuelle est accessible en permanence, par le fait qu'elle met à disposition une documentation importante auquel on peut avoir recours de manière ponctuelle ou sur la durée, quel usage peut-on en faire finalement? Vous avez dit que c'est une exposition pour offrir au grand public une vision, on va dire, de votre travail universitaire, de la vulgarisation de votre travail universitaire de recherche, mais est-ce qu'il y a un autre usage? Est-ce que vous imaginez d'autres usages? Oui, alors c'est vrai que c'est une exposition qu'on a conçue finalement sur 2 niveaux. Je pense que vous l'avez un petit peu compris avec la présentation qu'en a fait Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois c'est une exposition qu'on a d'abord pensée pour nos collègues chercheurs en histoire de l'art et les étudiants en histoire de l'art, mais aussi pour le grand public, pour les curieux, pour ceux qui s'intéressent à l'époque des Lumières, à l'histoire de l'art de façon générale. Et donc, nous avons conçu la navigation sur un double registre. Donc, un premier registre, quand vous irez naviguer, qui est assez fluide finalement, où l'on peut passer d'une œuvre à l'autre, d'une rubrique à l'autre assez facilement en regardant ces œuvres qui visuellement sont assez attrayantes et qu'on a choisi aussi assez diverses pour que l'œil soit aussi un petit peu attiré. Et puis un deuxième registre beaucoup plus scientifique, avec ces petits systèmes d'appels, d'appareils photo et de dossiers qui permettent, quand on clique dessus, une sorte de pop-up qui permet d'ouvrir une nouvelle page et qui apporte tout le matériel scientifique documentaire que nous avons collecté depuis plusieurs années, donc à la fois les archives, à la fois les textes que nous avons nous-mêmes produits et puis les références images. Donc voilà, donc il y a vraiment cette double articulation. Et en fait, notre volonté, c'était de rendre vivant. C'est de rendre vivant ce patrimoine méconnu. Rappeler que ces académies d'art dans les provinces françaises étaient des lieux dynamiques, des lieux de circulation, des lieux de rencontres, d'échanges, de formation auprès de différentes, à la fois des élèves, mais aussi auprès des artistes locaux confirmés qui pouvaient, je pense qu'on peut utiliser ce mot, une sorte de formation continue, puisqu'il y avait sans cesse de nouvelles œuvres qui arrivaient, donc ils pouvaient se confronter aussi aux dernières productions. Donc c'était vraiment essayer de rendre vivants ces espaces et permettre aux visiteurs un peu de s'approprier ces lieux qui alors pouvaient avoir un aspect très contraint, très formel dans le cadre des enseignements, dans le cadre des réceptions de prix, où le silence était de rigueur, etc. Et puis aussi, en consultant les documents d'archives, on voit aussi que ce sont des lieux assez vivants, un petit peu transgressifs, même par moments, avec les élèves qui font du chahut, un peu de détérioration de matériel, qui cassent un peu les tables. Donc ce sont vraiment des lieux vivants et de rencontres et qui ne sont pas des lieux compassés. Et ça, c'est peut-être l'idée qu'on a un petit peu parfois des académies, surtout des académies de province, où on imagine quelque chose de très contraint et très formel. En réalité, ce sont des lieux très, très vivants. Donc c'était vraiment notre volonté à travers cette exposition. Et donc, je vous montre juste deux images qui vient dans la continuité de ce que dit Émilie, un de ces aspects de médiation, à savoir rendre vivant un petit peu l'exposition virtuelle, c'était aussi donc, on va dire, donner chair à ces individus et mettre des visages aussi sur ces noms qui font partie de noms qui sont parfois moins attendus de l'histoire de l'art. Donc là, c'est vrai qu'on a fait des sélections de portraits où on voit des artistes véritablement au travail qui se présentent justement en tant que professeurs, en train d'enseigner, soit en proposant un modèle, soit en rédigeant des discours, parce qu'on a une production aussi de discours pédagogiques qui est assez importante. Et puis,
redécouvrir certains artistes plus connus. Là, je vous en montre un seul, mais il y en a plusieurs dans l'exposition virtuelle. Tout le monde connaît Prudhon. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que justement sa formation première a été celle des académies provinciales et que justement il y a eu un cheminement ensuite jusqu'à Paris. Et ce qui est intéressant dans le cas de Prudhon, c'est qu'il est passé par Dijon, qui est vraiment, si vous voulez, un pôle, un centre extrêmement important parce que c'est la seule académie en province qui avait un prix qui permettait de voyager en Italie, hein, d'avoir une subvention pour voyager en Italie. Donc ça rejoint exactement ce que dit Émilie, à savoir que c'est une façon aussi de mettre en lumière ces institutions qui participent du système général des arts au XVIIIe siècle et qui, de temps en temps, par l'historiographie, sont trop mis de côté par rapport aux institutions centralisées parisiennes. Et on tente justement de montrer combien c'était des espaces aussi extrêmement vivants, passants, et aussi des espaces où, au cœur et vraiment au fondement de cette discipline et de cette pédagogie du XVIIIe siècle, on cherche à enseigner autant la main, hein, le geste, que la pensée, et notamment par la citation de ces modèles, de ces grands artistes. Donc voilà quelques éléments sur cette exposition virtuelle, et puis on espère vous avoir donné envie d'aller faire un tour pour naviguer. Peut-être vous auriez des questions. Oui ? Oui, moi je trouve ça formidable comme projet, je trouve ça très fédérateur, et surtout vous avez travaillé sur un ensemble d'académies provinciales très grandes, donc ça aurait été inenvisageable d'organiser une exposition physique qui aurait tourné comme ça dans le temps dans les endroits. Enfin, je trouve cette idée vraiment formidable. Ça peut être très formateur pour les étudiants, parce qu'il y a un passage obligé dans la structuration méthodique importante. Alors, juste petite réserve. Une exposition virtuelle, le gros problème, c'est quand même qu'on n'est pas face à des œuvres, on est face à des reproductions d'œuvres. Donc, ça me semble important d'insister sur la matérialité de ces œuvres. Donc, par exemple, en mettant les dimensions dans le cartel, ça me semble important de ne pas enlever cette information importante qui sont les dimensions. D'autre part, quand on clique sur l'image et qu'on affiche la notice-pop, pour moi, c'est pas la notice-pop, c'est pas une image, c'est une notice. Donc, ce raccourci de l'appareil photo comme icône, je trouve ça très trompeur, en fait, parce que c'est pas une image, c'est une notice. En fait, c'est les droits de reproduction qu'on affiche. En fait, nous, notre exigence, si vous voulez, par cette image d'appareil photo, c'était de sourcer l'image qu'on utilisait. Parce que, exactement, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit complètement transparent là-dessus. Disons qu'on donne la source. Dans les cas où il ne s'agit pas d'une notice pop, mais par exemple qu'il s'agit d'une œuvre qu'on aurait scannée dans un catalogue d'exposition ou dont on nous aurait donné les droits, en fait, quand vous cliquez sur l'icône appareil photo, ça vous donne l'information du droit de reproduction. Donc en fait, voilà, c'est ça exactement, c'est le copyright en fait. On source. Mais vous avez raison. Et bien là, en fait, aussi dans la logique, c'est intéressant que vous l'ayez remarqué parce que c'est vrai qu'on y avait réfléchi et après on s'est dit aussi qu'on voulait utiliser en fait l'outil numérique et l'outil informatique et ça on l'a aussi également beaucoup fait sur la page hypothèse dont je vous représente ici c'est en fait d'utiliser la possibilité des liens sur Internet. Donc en fait, on se dit la base pop existe, nous on existe, il faut absolument qu'on fasse le lien. De la même manière, vous voyez quand on mentionne c'est le cas aussi dans notre bibliothèque numérique. Lorsqu'on mentionne un ouvrage, on va renvoyer vers Gallica, on va renvoyer vers l'INHA. Et là, on l'a fait également puisque ça a été aussi soutenu par l'INHA. On renvoie au fond de la bibliothèque numérique de l'INHA. C'est parce que souvent, sur Internet, on est potentiellement en possession, entre guillemets, de toutes ces informations. Et c'est parfois, faire les liens, c'est... Choix d'icône en fait, parce que l'icône accentue uniquement sur ce côté de la photo, alors que ça renvoie une notice, et donc peut-être qu'il aurait fallu trouver
ça voulait juste faire venir en fait. Mais après, cette idée du client, elle est fondamentale, vous avez tout à fait raison. Et la dernière chose, moi j'ai beaucoup aimé, parce que cette question des publics, les musées se la posent beaucoup. On connaît par exemple des parcours qui sont différenciés entre adultes et enfants, par exemple, où les enfants ont leur propre outil, sur leur propre point d'importance, comme ça dans l'expo, ou leur propre livret, etc. Donc ça, on connaît bien. C'est beaucoup plus difficile à faire pour une exposition virtuelle, où là, on s'adresse à tous les publics. Et donc, cette idée de notice en cascade, avec un premier niveau d'information, mais qu'on peut poursuivre et enrichir avec un niveau d'information plus soutenu avec l'article en ligne, ça je trouve que c'est tout à fait ce qu'il faut faire en fait. Parce qu'on ne peut pas mettre tous ces niveaux de blanc. Et donc, ça je pense que c'est vraiment une très très bonne chose. Et vous n'essayez pas de deviner ce que vous faites, c'est-à-dire un projet de recherche. Et donc, c'est avec cette façon de faire, voilà, vous n'êtes pas dans la simplification, vous amenez juste de la même façon une personne vers un discours de plus en plus complexe et riche. Vous allez nous faire un petit papier pour le... Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, moi, ça me fait penser au lien entre l'exposition et après le catalogue qui permet d'approfondir, voilà. Effectivement, la visibilité, enfin, là, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, on peut derrière avoir une base documentaire extrêmement vaste et approfondie à partir de cette porte d'entrée qu'est l'exposition virtuelle. Alors, l'exposition virtuelle, elle est en ligne depuis septembre. Et on a communiqué dessus par le site de l'INHA, d'abord par notre université, par le site de l'INHA, qu'est-ce qu'on a utilisé aussi par la page hypothèse, mais aussi sur en anglais. Journal 18, voilà. Enfilade aussi, oui. Non, hormis Bordeaux, Marseille, Toulouse. Et après, mais c'est vrai que la question de la diffusion de l'exposition virtuelle, c'est une vraie problématique, surtout quand on n'est pas un musée. Et donc, c'est quand même moins fréquent. Généralement, ce sont les musées qui organisent des expositions virtuelles ou qui font des dossiers thématiques, etc. Donc, ça a été un questionnement pour nous et on a utilisé ce qu'on avait à notre disposition. Mais, Et après, c'est vrai aussi que je crois qu'il y a eu un choix, on y avait réfléchi, on est une équipe, enfin, on a plus de 50 collaborateurs, mais de façon éparse, c'est en équipe resserrée. Nous sommes nous deux, plus sur une personne, évidemment, toutes les deux on travaille à côté. Donc c'est vrai que se mettre sur les réseaux, en fait, on a préféré se concentrer sur cette page hypothèse qui quand même commence à avoir une vraie visibilité. J'ai plus les chiffres de consultation, mais enfin, voilà, il arrive qu'on ait des positions en disant bon, finalement la page hypothèse, on accède, on tombe dessus par des recherches Google, c'est-à-dire que le réseau social, il faut pouvoir l'entretenir. Et nous, dans la situation de l'Université française aujourd'hui, on ne sait pas, en fait, d'avoir en plus un conducteur pour le programme. Voilà, et on fonctionne, c'est vrai, par la traditionnelle liste de diffusion qu'on peut élargir à toute personne qui souhaite être informée de l'avancée des recherches et des publications. C'est tout libre de droit. Oui, c'est libre de droit. Oui. Et quelques musées nous ont donné des autorisations. Je pense notamment au Musée des Beaux-Arts de Marseille.
avec lequel on avait bien travaillé. Et est-ce que l'exposition a vocation à être enrichie ? Non. Enfin, je réponds peut-être de façon un peu abrupte. Pour nous, c'était plutôt une première expérience, une première réflexion. Et on va continuer à enrichir en background, mais après, est-ce qu'on viendra l'enrichir en ligne ? Plutôt de faire un livre, voilà. En fait, l'idée complémentaire, ça a été une publication que vous trouvez aussi en ligne qui est sur la revue Institut, la revue des patrimoines. Il y a un article qui fait le point justement sur la matière de cette exposition virtuelle. Et en tant que format numérique, comme tu dis, l'objet en tant que tel va rester ainsi. Et l'idée est plutôt voilà, c'est vraiment pas une base de données. Ça, il faut vraiment le rappeler. C'est pas une base de données. Parce qu'on aime les livres et surtout parce qu'on a beaucoup plus d'images, beaucoup plus de textes aussi à produire, une réflexion à mener. Là, c'est vraiment très synthétique. On a choisi quelques œuvres pour donner un aperçu, mais on a des centaines et des centaines de photos à exploiter. Oui. Alors, une des règles qu'on s'était un peu fixées, c'était aussi d'essayer de balayer l'ensemble des académies et des écoles de dessin. Donc, on a, de façon très pragmatique, on a listé toutes les villes, combien d'œuvres on a mis qui proviennent de Toulouse, combien d'œuvres qui proviennent de Marseille, pour qu'il y ait un panel assez représentatif. Donc, de la même manière, pour les professeurs, il y a eu un choix aussi assez sélectif pour donner une impression de variété. Et puis il faut avoir les portraits aussi. Et voilà. Et puis comme vous le dites, après ça dépend aussi du niveau d'information qu'on avait sur ces mêmes professeurs. Donc c'est plus intéressant de faire une notice en approfondissant, en connaissant le parcours. Et puis après il y a une dimension esthétique, c'est-à-dire on a essayé de faire en sorte que visuellement ça puisse être des portraits un peu variés. C'est ça. Et pour les portraits d'élèves, de la même manière, une des contraintes qu'on avait, c'était qu'ils soient représentés relativement jeunes, parce qu'on ne peut pas mettre élève avec un vieux monsieur, parce qu'on voilà. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos questions.